Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle affaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas très spécial puisque j'attends de vous que vous me disiez à la fin de cette affaire si vous pensez que cette personne est coupable ou non du crime pour lequel il a été accusé et même condamné. Cette affaire est très spéciale, je l'aime particulièrement, donc j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi elle m'a plu, enfin même si ce n'est pas vraiment les termes appropriés pour ce genre d'affaire. Mais avant de commencer cette affaire, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like juste en dessous, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour nous soutenir, et sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire de Michael Polite. Lors du mois de décembre de l'année 1998, Michael Polite, un adolescent âgé de 14 ans, profitait d'une soirée pyjama chez lui avec l'un de ses meilleurs amis. Soudainement, il a été réveillé au beau milieu de la nuit par une brume épaisse dans sa chambre et l'odeur de la fumée. Brusquement, il a réveillé son ami pour qu'il puisse aller enquêter sur ce qu'il se passait, et alors qu'il marchait de sa chambre vers la chambre de sa mère, ils ont vu une lueur émanant de sous sa porte. Lorsqu'ils ont ouvert la porte de la chambre, ils ont été horrifiés de trouver Rita, la mère de Michael, qui était âgée de 40 ans, en feu de la taille jusqu'à la tête. Quelqu'un avait battu Rita, puis mis le feu à son corps pour cacher les preuves, et c'était malheureusement son fils de 14 ans qui allait la trouver. Cependant, la police qui a dû enquêter sur la mort mystérieuse de cette femme verrait les choses totalement différemment. Ils n'ont clairement pas cru au récit de l'adolescent. Ils pensaient que Michael manquait d'émotion et qu'il avait très certainement quelque chose à cacher. Bien qu'il ait maintenu son innocence tout le long de cette affaire, il faudrait une équipe spéciale d'avocats pour l'aider à lutter contre le système qui semblait vouloir le jeter sous le bus quand il était encore trop jeune pour comprendre ce qui se passait réellement. Voici donc l'histoire de Michael Polite, un garçon de 14 ans dont la mère a été violemment assassinée et dont la mort l'amène en prison durant une très grande partie de sa vie. Mais a-t-il réellement commis ce crime? La justice a-t-elle en réalité envoyé un pauvre et jeune innocent en prison? À vous de vous faire un avis. Mais avant de commencer tout ça, qui est ce jeune Michael Polite? Michael Bernard Polite, qui était également surnommé par ses proches Bernie en une référence à son deuxième prénom, était le plus jeune enfant et le seul fils de Rita et Edward Polite. Il avait déjà deux sœurs aînées, Crystal et Melanie, avec qui, malgré leurs grandes différences d'âge, il a grandi en étant très proche d'elles. Leurs parents, Rita et Edward, se sont mariés à l'adolescence et ont fondé leur famille ensemble très rapidement. Cependant, ça n'en demeurait pas moins une relation très tumultueuse. C'était un fait d'ailleurs bien connu dans la ville qu'Edward avait souvent trompé Rita, ce qui les faisait se disputer d'ailleurs sans relâche. Toutefois, ce n'était pas assez pour que Rita quitte Edward pendant toutes ces années de violence psychologique. Il est dit qu'elle aimait violemment son mari, malgré les multiples allégations de violence domestique par les deux parties. Elle est restée durant de nombreuses années, mais finalement, elle en a eu assez et elle a demandé le divorce en 1998, citant l'infidélité d'Edward comme raison. Et c'était, vous vous en doutez, un divorce à l'image de leur relation. Très désordonné et une bataille juridique sans nom. Rita a gagné des suites de ce divorce plusieurs avantages financiers, y compris une pension alimentaire mensuelle, une pension alimentaire pour les enfants, une partie de la pension de son mari, 401 000 $ et elle a pu rester dans la maison familiale. Tout ceci a évidemment mis Edward en colère et n'a fait qu'ajouter de la toxicité entre eux deux. Michael a fini par vivre dans la maison avec sa mère dans une petite ville appelée Hopewell dans le Missouri. C'était le genre de ville où les enfants jouaient avec leurs amis toute la journée et la nuit jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. En grandissant, le jeune Michael a été décrit comme un enfant surtout heureux, qui adorait sa mère, mais qui toutefois avait eu quelques problèmes, probablement à la suite de son enfance dans un foyer brisé avec fracas.
Michael a vraiment, mais vraiment eu du mal à l'école au point de perdre tout intérêt pour sa scolarité, séchant alors régulièrement les cours, échouant finalement à l'équivalence de la 5e en France, un nombre total de 3 fois. Donc redoubler tout de même 3 fois une classe, il faut vraiment le faire, c'est pour dire à quel point ce jeune homme était en décrochage scolaire total. Il avait des amis et aimait faire du vélo ainsi que du sport, et d'ailleurs sa mère Rita assistait à tous ses matchs et apportait même avec elle le caméscope pour enregistrer chaque instant. Mais dans le même temps, décrit comme ayant un tempérament vraiment très fort, bien trempé, il était très connu, ce jeune adolescent, pour se disputer avec sa mère régulièrement et sans relâche. Ses sœurs aînées diront même plus tard dans une interview qu'il pouvait être un adolescent en colère, mais la majorité de celle-ci, donc de cette colère, était dirigée vers leur père, qui le mettait toujours au milieu de leurs disputes. Et ça, c'est vraiment la pire des choses à faire. Lorsque deux adultes se séparent ou divorcent, par pitié, ne mettez pas les enfants au milieu de vos disputes. Ça ne les regarde absolument pas, ils n'ont rien à faire là-dedans. Quoi qu'il en soit, les choses ont réellement commencé à exploser lorsque, lors d'une de ses disputes avec sa mère, il a menacé de la tuer, puis de se suicider. Aujourd'hui, certes, Michael est devenu adulte et il explique qu'à l'époque, il était juste trop émotif et en colère et il ne pensait pas ce genre de phrases sorties hors de leur contexte. On connaît beaucoup d'adolescents, du moins on a tous déjà connu cet adolescent qui parle un peu plus qu'il n'en pense en disant que voilà, il va tuer ses parents, qu'il est en colère contre eux, mais évidemment, il ne le fera jamais. Mais à l'époque, Rita a pris la menace très au sérieux. Elle a d'ailleurs fait hospitaliser pour des problèmes de comportement en hôpital psychiatrique. Lorsqu'il en est sorti, la situation à la maison a semblé peu à peu s'améliorer et la relation entre Rita et son fils s'est beaucoup, mais vraiment beaucoup améliorée au point où ils sont même redevenus très proches. Mais revenons-en maintenant aux faits, à la date du 4 décembre 1998. Rita avait décidé de se rendre au bar avec des amis pour y passer la soirée et pour y décompresser de son quotidien. Elle avait également une chose importante à célébrer puisque à peine 4 jours auparavant, son divorce avec Edward venait d'être enfin finalisé. Rita n'avait plus à faire face aux abus de son ex-mari, elle croyait sincèrement que les choses allaient vraiment bien se passer pour la suite. Elle n'allait plus à avoir à s'inquiéter des finances, puisque sa demande de pension alimentaire pour enfants et de pension alimentaire pour elle-même avait été approuvée, et bien qu'Edward était toujours incroyablement en colère à propos du jugement, il était temps pour Rita de continuer sa vie en tant que officiellement mère célibataire. De plus, Michael avait maintenant 14 ans, c'était un adolescent qui était assez âgé et indépendant pour pouvoir rester seul à la maison pour la nuit, donc elle a pu partir passer sa soirée tranquillement, l'esprit assez tranquille, en sachant que son fils allait bien se comporter une fois seul à la maison. L'adolescent a passé quelques heures seul chez lui avant de finalement sauter sur son vélo et de se rendre au magasin du coin où il y a croisé son ami Josh sans souci. Et bien que son nom de famille dise qu'il est sans souci, malheureusement ça va pas être le cas pour la suite de cette affaire. Il a donc naturellement invité Josh pour une soirée pyjama et ensemble, ils sont restés à la maison durant quelques heures jusqu'à ce que Rita rentre finalement de sa soirée au bar. Michael se souvient d'avoir vu ses phares de la voiture s'arrêter dans l'allée aux alentours de 23 heures. Rita avait ramené des sandwichs pour que Michael et son ami puissent en profiter, se faire un petit dîner. Après, elle a ensuite vérifié son répondeur pour écouter les messages vocaux, puis a finalement dit à son fils qu'elle l'aimait, lui souhaitant une bonne soirée à lui ainsi qu'à son ami, rajoutant que voilà, ils se verront demain avant de se diriger vers sa chambre à coucher. Les deux adolescents, quant à eux, décident de rester debout un peu plus longtemps. Ils sont allés dans la chambre de Michael, ont écouté de la musique et ont fumé de l'herbe, évidemment sans l'autorisation de Rita, mais bon, on a tous été jeunes, on a tous fait des choses dans le dos de nos parents. Puis les deux jeunes garçons se sont endormis, avec Josh dormant sur le sol de la chambre à coucher, tandis que Michael dormait dans son lit. Et tôt le lendemain matin, Michael et Josh se sont réveillés avec une brume enfumée dans la chambre à coucher. Au début, Michael pensait que Josh avait peut-être fumé, mais malheureusement ce n'était pas le cas. C'était juste après 6 heures du matin, et la pièce était remplie d'une brume, alors les garçons se sont levés pour aller enquêter.
et lorsqu'ils ont ouvert la porte de la chambre à coucher dans le couloir, ils ont immédiatement été frappés par un mur de fumée. Et une fois dans le couloir, ils pouvaient même entendre le détecteur de fumée s'éteindre dans la salle à manger, donc ça signifiait que quelque chose était en feu. Et ce feu semblait venir de la chambre de sa mère, Rita. La porte est fermée, mais il y avait une lueur orange qui venait de dessous. Michael appelle Rita, mais il n'y a pas de réponse, alors il court dehors pour prendre un tuyau d'arrosage et essaye de le tirer dans la maison aussi loin qu'il le peut. Il retourne ensuite dans la chambre de Rita, ouvre la porte et la trouve allongée par terre. La pauvre quarantenaire est en feu de la taille jusqu'à la tête et il y a du sang sur ses jambes. L'adolescent a alors allumé expressément le tuyau d'arrosage pour éteindre le feu, tandis que Josh courait à l'extérieur pour aller chercher de l'aide. Malheureusement, il était déjà bien trop tard pour la pauvre femme. Rita était décédée suite de ses blessures. La femme avait été tuée par un traumatisme par force contondante à la tête avec une arme inconnue, puis son corps avait été incendié pour pouvoir y cacher toutes les preuves. En tant qu'adulte, par la suite, Michael a ensuite parlé de la façon dont trouver sa mère comme ça le hantait encore aujourd'hui. Il a déclaré ceci: « Je peux encore l'entendre. Je peux entendre le crépitement du feu. Il y a des moments où je me réveille le matin et où je peux encore le sentir. C'est avec moi et ce le sera pour toujours. » Lorsque la police est arrivée sur les lieux et a commencé à interroger Michael Pollitt et son ami Josh Sans Souci sur ce qui s'était passé, ils ont dit à la police qu'ils n'en avaient absolument aucune idée. Ils dormaient et n'ont rien entendu. C'était d'ailleurs peut-être parce qu'ils avaient fermé la porte, parce qu'il y avait de la musique qui était allumée, et qu'ils avaient fumé de l'herbe juste avant de dormir, mais ils ne savaient pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'ils remarquent la fumée dans la pièce. Rita avait été violemment attaquée avec une arme, subissant la grande majorité des blessures à la tête. L'arme qui a été utilisée ne se trouve plus dans la maison, mais il y avait du sang partout sur les murs de sa chambre, ce qui indiquait qu'il y avait eu une lutte acharnée avec le tueur. Il a été déterminé qu'un accélérateur de feu avait été utilisé pour l'immoler. Et lorsque je dis accélérateur de feu, je pense évidemment à de l'essence, de l'huile, bref, quelque chose qui fait que les flammes vont vite s'engorger dans la pièce. Michael a de suite appelé ses deux sœurs aînées, Crystal et Melanie, pour leur faire savoir ce qui s'était passé, que quelqu'un avait fait irruption dans la maison et avait tué leur mère. Les sœurs sont arrivées à la maison aussi vite qu'elles ont pu, et lorsqu'elles sont arrivées, elles ont découvert leur frère, Michael, assis sur le siège avant de la voiture de police, couvert de suie. Pour elles, leur frère Michael avait l'air complètement bouleversé, déboussolé, voire même traumatisé. Pour la police, cependant, Michael n'agissait clairement pas comme quelqu'un le devrait après avoir découvert le corps de sa mère. Ils ont noté qu'il ne semblait pas assez émotif, compte tenu de ce qui s'était passé. Puis, alors que l'adolescent était dans le véhicule en route vers le poste de police pour faire une déclaration, il a dit quelque chose qui modifierait toute la direction de l'enquête. Selon l'officier, Michael lui aurait demandé ce qui allait arriver au véhicule de sa mère. Cet officier croyait qu'il s'agissait d'une question tout à fait inappropriée, une question que seule une personne froide et calculée pourrait penser. Combiné au fait que Michael était le seul parent présent au foyer au moment du meurtre, les enquêteurs regardaient directement le fils de Rita, âgé de 14 ans, comme le suspect numéro 1 de son meurtre. Une fois au poste, ils ont décidé de donner à Michael et Josh un test de stress vocal, ce qui est très controversé en soi. Ce type de test de pseudoscience mesure les modulations de la voix pour déterminer le stress trouvé dans celle-ci. Son exactitude est discutable et elle ne doit certainement pas être utilisée pour former la base même d'une affaire. Il n'est pas surprenant que Michael et Josh aient tous les deux échoué à ce test. Ils étaient dans une situation incroyablement stressante, après avoir été témoins du corps mort de Rita en feu et maintenant interrogés dans une salle d'interrogatoire. Mais il est surprenant que ce détail ait été utilisé pour créer toute une affaire de meurtre avec très peu, voire pas du tout de preuves contre Michael Pollitt. Les enquêteurs ont pris les vêtements qu'il portait, qui n'avaient d'ailleurs pas de sang sur eux, et ses chaussures pour être testés pour voir si un accélérateur de feu est trouvé sur eux, donc de l'essence, de l'huile ou quelque chose d'autre. Les policiers ont également utilisé un chien qui a été dressé pour alerter la présence d'un accélérateur, et le chien aurait alerté ses maîtres. Lorsque les agents qui interrogeaient Michael lui ont demandé pourquoi il avait échoué au test du chien, il a eu une réponse qui était
tout à fait bonne à entendre, puisqu'il explique qu'après avoir rencontré Josh et l'épicier, les deux amis avaient décidé de s'amuser un peu et de mettre le feu à une zone des voies ferrées voisines à l'aide d'essence. Alors certes, ce n'est pas du tout quelque chose à faire, mais ça s'est bel et bien passé puisque Josh a confirmé l'histoire de Michael, et les enquêteurs ont même trouvé une zone de voie ferrée près de la maison qui avait été incendiée à peu près au même moment où Michael a dit qu'il l'avait fait. Pourtant, les enquêteurs ne l'ont pas cru pour autant. Ils étaient au courant de l'ancienne relation entre Michael et sa mère Rita, de la façon dont ils s'étaient disputés dans le passé et de la façon dont il avait été hospitalisé après avoir menacé sa mère. Ils pensaient même que Josh était un spectateur innocent invité à la maison ce soir-là comme alibi par justement ce Michael, un adolescent de 14 ans qui est vu par ses policiers comme un jeune homme froid, calculateur, manipulateur, prêt à assassiner sa mère. Les policiers croyaient qu'à un moment donné au cours de la nuit, Michael avait dû se lever et se faufiler devant Josh pour tuer Rita avant de finalement retourner au lit. Ils ont interrogé les deux adolescents et les deux pendant des heures entières. Et Michael n'a jamais hésité une seule fois dans le récit de son histoire. Cependant, 2 jours après le meurtre, Josh faisait une déclaration enregistrée en vidéo en présence de 2 policiers ainsi que de ses parents. Josh disait qu'il dormait sur le sol de la chambre et qu'il s'est réveillé avec un bruit au milieu de la nuit, et lorsqu'il aurait regardé, Michael n'était pas dans son lit. Cela était en contradiction avec toutes les déclarations précédentes que Josh avait faites, où il a déclaré que les 2 garçons étaient dans la pièce ensemble toute la nuit et que d'où il était allongé, il pouvait voir Michael dans son lit toute cette fameuse nuit. Et en échange de cette déclaration vidéo, Josh a reçu l'immunité pour toutes les accusations liées au meurtre de Rita, comme par hasard. Ce qui fait que par la suite, tout de même, beaucoup de personnes ont pensé que les policiers ont fait pression sur ce jeune garçon dans le but d'avoir une mini-preuve, encore c'est même pas une preuve, mais une mini-déclaration contre Michael pour pouvoir l'accuser du meurtre de Rita. Et en effet, comme par hasard, Michael Pollitt a alors été arrêté pour le meurtre de sa mère, Rita Pollitt. La déclaration enregistrée sur vidéo de Josh était la clé pour les policiers pour pouvoir charger Michael des faits de cette tragique soirée. Il a alors passé 3 ans en détention en attendant d'avoir son procès au tribunal. Puis une lueur d'espoir pour le jeune homme, un accord de plaidoyer de la part de l'accusation. Il serait tenu de plaider coupable d'homicide involontaire volontaire en échange d'un maximum de 15 ans de prison. Cela signifiait qu'il éviterait complètement une peine d'emprisonnement à perpétuité s'il était reconnu coupable du crime de sa mère. Toutefois, Michael a rejeté l'accord de plaidoyer et a déclaré qu'il ne le regretterait pas. Pour lui, il est hors de question de plaider coupable au meurtre de sa mère alors qu'il est innocent. En janvier 2002, à l'âge de 17 ans, Michael Pollitt a alors été affecté à un avocat commis d'office, un avocat public, et a été jugé pour le meurtre de sa mère. Il convient tout de même de noter ici qu'il s'agissait de la toute première affaire d'homicide de l'avocat sur laquelle il a travaillé. Il avait donc très peu d'expérience et n'était probablement pas du tout préparé pour ce type d'affaire. Au procès, l'accusation a présenté les chaussures de Josh, celles qui avaient été testées et confirmées comme ayant de l'essence dessus, mais rappelez-vous que Michael a dit qu'il y avait une explication, que Josh et lui avaient mis le feu aux voies ferrées en utilisant de l'essence quelques heures seulement avant que sa mère ne soit assassinée, mais pourtant l'accusation utilisait ce peu d'informations pour renforcer davantage la preuve, affirmant que le schéma de brûlure trouvé sur le chemin de fer était le même que le schéma de brûlure trouvé sur le corps de Rita. Un témoin a également pris position pour témoigner d'une dispute entre Michael et sa mère Rita, dont il avait été témoin dans les semaines qui avaient précédé son meurtre. Ce témoin a donc déclaré que pendant une dispute à propos de l'argent, Michael était assis là en tapotant son briquet avec colère. Et selon tous les jurys qui étaient présents, ils ont tous estimé que c'était quelque chose de menaçant de la part de ce garçon. L'une des plus grandes bombes pendant ce procès est venue lorsque l'accusation a allégué que Michael lui-même avait avoué le meurtre. Une chose qui a complètement été fausse et qui a été rejetée par Michael, puisque une fois en prison, il a voulu mettre fin à ses jours
et il avait dit qu'il n'aurait jamais fait ça s'il n'avait pas tué sa mère, mais cette phrase est totalement sortie de son contexte, et elle a été d'ailleurs déformée, puisque ce sont des codétenus qui ont dit qu'il avait dit cette phrase, mais Michael la rejette complètement, en expliquant qu'il n'a absolument pas dit ça, mais qu'il a dit qu'il n'aurait jamais fait ça si il n'avait pas tué sa mère, mais eux, les autres, qui avaient tué sa mère, pas lui. Et malheureusement, eh bien, ceci n'a pas du tout joué en sa faveur. Bref, quoi qu'il en soit, concernant le procès, bien qu'il veuille désespérément parler pour lui-même, son avocat lui a essentiellement dit qu'il n'avait pas le temps de le préparer à prendre position. Cet avocat n'a d'ailleurs également jamais appelé Josh à la barre, la seule personne qui était avec Michael toute la soirée du meurtre. C'est donc incompréhensible, puisque c'était littéralement la seule personne qui pouvait l'exonérer, malgré cette déclaration enregistrée où il a dit qu'il y avait un moment où il n'a pas vu Michael dans le lit. Il aurait été utile de l'interroger à la barre, sous serment, et non en présence de deux policiers qui tentent d'obtenir une information très spécifique d'un adolescent en utilisant probablement la force ou encore de la manipulation. Au total, l'avocat de Michael a passé moins d'une demi-journée pour présenter sa défense. Il n'a donné aucun autre suspect, malgré le fait qu'il y avait plusieurs autres personnes qui avaient un motif valable pour tuer Rita. L'un d'eux était d'ailleurs l'ex-mari de Rita et le père de Michael, Edward. Leur divorce venait d'être finalisé 4 jours avant son meurtre, et apparemment, après qu'elle ait reçu une pension alimentaire pour les enfants, Edward a été témoin de lui dire qu'elle n'enverrait jamais un seul centime. En fait, les enquêteurs avaient très brièvement durant cette enquête examiné Edward Pollitt comme un suspect potentiel dans le meurtre de Rita. Mais l'homme, avait un alibi pour la nuit du meurtre, il était chez lui à une 60aine de kilomètres de la scène du crime, et avait en fait répondu à son téléphone là-bas à peu près au même moment que les meurtres s'étaient passés. Ça pourrait pourquoi pas sembler un alibi qui a été fabriqué de toutes pièces. Mais quoi qu'il en soit, c'était tout à fait suffisant pour que les enquêteurs l'excluent de celle-ci, et ils n'ont même pas examiné l'idée de savoir s'il avait demandé à un partenaire, éventuellement, de commettre le meurtre. Et en effet, Edward avait un cousin qui vivait à quelques kilomètres de la maison de Rita, nommé Johnny. Un autre témoin a rapporté avoir vu Johnny près de la maison le matin des meurtres, portant même un t-shirt totalement mouillé. Comme par exemple le t-shirt mouillé d'une personne qui voudrait éventuellement ne pas prendre feu. Quelqu'un d'autre a vu le camion de ce même homme près des voies ferrées à peu près au même moment où la police et l'ambulance sont arrivés sur la propriété. Les enquêteurs n'ont toutefois jamais vraiment interrogé Johnny parce qu'ils croyaient pleinement que Michael était coupable. Bref, ça ressemble un petit peu aussi au travail gâché de policiers qui voulaient simplement clore une enquête et ne pas trop se fouler là-dessus. Bref, il n'y avait malgré tout aucune preuve physique pour relier Michael au meurtre de Rita. Bien qu'il s'agisse d'un meurtre très violent et sanglant, il n'y avait aucun ADN sur l'adolescent, ce qui est presque impossible après avoir commis un tel meurtre. Il n'y avait pas non plus d'armes trouvées à l'intérieur de la maison, et des empreintes de pas inconnues ont été trouvées à l'intérieur du domicile, mais elles n'ont jamais été photographiées ou même testées, comme par hasard. En fin de compte, à 17 ans, il a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à vie. Il n'a fallu que 4 heures au jury pour délibérer. Il a été envoyé dans une prison du Missouri, connue pour abriter certains des criminels les plus dangereux du pays, alors que le jeune homme n'a que 18 ans. Et à 18 ans, il avait déjà une énorme cible sur le dos. Il a été en prison constamment agressé. Il s'est même tourné vers la drogue comme seul et unique moyen de faire face à sa situation. Son objectif était de rester en vie assez longtemps pour prouver son innocence et obtenir justice pour sa mère. 5 ans après avoir été condamné, Michael a contacté le Midwest Innocence Project pour les supplier de prendre son cas, et d'ailleurs, ils l'ont fait. Il y avait de nouveaux avocats qui allaient examiner son cas, et cette fois-ci des avocats qui étaient expérimentés, et qui allaient pouvoir examiner toutes les preuves et aider à effacer son nom. Plus de 10 années sont passées à rassembler méticuleusement des informations qui pourraient libérer Michael de prison. Mais il y a eu une tournure des événements qui a absolument tout accéléré. Il y a très peu de temps, il y a à peine 2 ans, en 2021, l'État du Missouri a adopté un projet de loi donnant une seconde chance aux jeunes délinquants reconnus coupables de crimes graves en leur donnant une audience de libération conditionnelle.
Michael Pollitt a reçu une audience de libération conditionnelle malgré le fait qu'il purgeait une peine d'emprisonnement à perpétuité. Et ça a fonctionné, puisque le 22 avril 2022, il y a un petit peu plus d'1 an, à l'âge de 38 ans, Michael Pollitt a été libéré de prison en libération conditionnelle. Sa famille, ses familles ainsi que ses partisans se sont présentés en masse lorsqu'il est sorti de ses portes. Michael a commencé le processus d'avancement de sa vie après avoir passé la majeure partie de sa vie enfermé derrière les barreaux. Il a emménagé avec sa sœur, a obtenu son permis de conduire et a même commencé à couvrir ses tatouages qu'il a fait en prison et qui évidemment dit tatouage de prison, vous voyez très bien ce que je veux dire, ce n'est pas forcément des beaux tatouages. Bref, quoi qu'il en soit, c'est un nouveau départ pour cet homme presque quarantenaire. Cependant, Michael est toujours considéré comme un tueur qui a été condamné. Son dossier montre qu'il a assassiné sa mère et qu'il vient d'être libéré sur parole. Alors maintenant, il travaille avec une équipe d'avocats pour que sa condamnation soit totalement annulée et que son nom soit lavé. Et certains se demandent pourquoi, mais voici les raisons. Au-delà de l'opinion de l'enquêteur selon laquelle Michael n'agissait pas aussi émotivement qu'une vraie victime, il n'y avait pratiquement aucune preuve réelle pour le lier au meurtre de sa mère. Et d'ailleurs, ils ont pu jouer les peu de soi-disant preuves qu'ils avaient contre Michael, comme par exemple les chaussures qu'il portait, celles qui avaient soi-disant été testées positives pour l'accélérateur de feu. Mais il y avait un énorme problème avec la science derrière ce genre de test, puisque les composants qui composent de nombreuses baskets sur le marché aujourd'hui contiennent des éléments qui peuvent souvent imiter les composants de l'essence. Cela signifie qu'il s'agissait d'un test très problématique et qu'il n'y avait probablement jamais eu d'essence sur ces chaussures, et auquel cas il y avait toujours l'explication du feu qui avait été fait avec Josh sur les voies ferrées. Et qu'en est-il de cette déclaration que Josh avait faite? Eh bien, il y avait des problèmes dans la façon dont les officiers interrogent Josh et ils ont utilisé la suggestion et la coercition. Ce n'est que le 3e jour que Josh a fait des commentaires sur le fait que Michael n'était pas au lit cette nuit-là. Josh a dit plus tard que chaque fois qu'il essayait de dire au détective ce qui s'était réellement passé, il lui disait immédiatement que c'était un menteur. Et rappelez-vous qu'il avait lui aussi 14 ans. C'est très facile de se faire menacer par des policiers et de se sentir très vulnérable. Et maintenant, à présent, Josh dit que rien d'extraordinaire ne s'était passé cette nuit-là. Il a accepté l'accord parce qu'il avait simplement peur de la justice. Fait intéressant, l'accusation n'a pas non plus appelé Josh à la barre pour donner son histoire au jury, et il faut bien se demander pourquoi. Les nouveaux avocats de Michael veulent que d'autres suspects soient examinés, en particulier son père Edward ainsi que son oncle Johnny. Edward avait un vrai motif pour tuer Rita, et il avait été, dans le passé, physiquement violent avec elle. Alors certes, il n'était pas près de la scène du crime au moment du meurtre, mais son cousin, Johnny, dont il était vraiment très proche, a été repéré par plusieurs témoins près de la maison ce matin-là. Et c'est là que ça devient encore plus suspect. Pendant que la scène de crime était en cours de traitement, toute la maison a été recherchée pour tout ce qui aurait pu être utilisé comme arme. Plusieurs objets ont été trouvés et testés, mais aucun n'a été déterminé comme étant l'arme du crime. Alors que rien n'a été trouvé et que la scène du crime a été relâchée à la famille, quelque chose de bizarre s'est produit. Johnny, le frère d'Edward et l'oncle donc de Michael, s'est rendu au poste de police avec un objet d'intérêt qui, selon lui, pourrait être l'arme du meurtre. Un fer à repasser aurait été trouvé à l'arrière du placard de Michael. Et comme il est mystérieux que les enquêteurs aient fouillé toute la maison et n'aient rien trouvé, mais que quelques jours seulement après que la maison ne soit plus sous scellé, un fer à repasser a été découvert. Mais une fois testé, il a été déterminé qu'il n'était absolument pas l'arme du crime. Michael et son équipe espèrent toujours que sa condamnation sera annulée, et il y a au moins 5 jurés de son procès pour meurtre qui se demandent maintenant si c'était vraiment juste ou non comme condamnation. Plusieurs disent qu'ils se sont sentis contraints d'un verdict de culpabilité et qu'ils n'ont pas obtenu toutes les informations dont ils avaient besoin pour prendre une bonne décision à l'époque. Une requête visant à annuler les accusations portées contre Michael Pollitt a été rejetée par la Cour suprême du Missouri, mais il peut encore obtenir un nouveau procès. Les forces de l'ordre locales ont déclaré qu'elles avaient rouvert une enquête sur le meurtre de Rita, mais qu'elles n'avaient fait de commentaires sur aucun suspect jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, une nouvelle enquête sur ce qui est arrivé à Rita est encourageante.
si Michael a effectivement tué sa mère, il pourrait y avoir de nouveaux tests qui pourraient être effectués pour le prouver. Cependant, s'il est innocent, alors il y a un tueur ou des tueurs qui sont libres et qui ont violemment assassiné une mère de 3 enfants dans sa propre chambre et qui lui ont ensuite mis le feu. Quoi qu'il en soit, il est temps que le jour soit enfin mis sur cette affaire et que l'on sache la vérité sur qui a tué Rita Polite et si son fils, Michael Polite, est alors réellement innocent ou non. Et maintenant que vous avez tout à votre portée, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pensez que Michael Polite est réellement coupable du meurtre de sa mère, ou est-ce que vous pensez qu'il a simplement été accusé à tort du meurtre de cette dernière ? Personnellement, après tous les éléments qui sont à notre portée, je pense très sincèrement que ce jeune adolescent à l'époque n'a absolument pas commis le meurtre de sa mère et que malheureusement, il est simplement tombé sur des policiers incompétents qui voulaient simplement clore une affaire sans forcément regarder aux alentours et qui malheureusement se retrouvaient derrière les barreaux pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Aujourd'hui, Michael Polite est âgé d'une 40aine d'années et bien qu'il ait passé plus de 23 ans derrière les barreaux pour un meurtre qu'il n'a potentiellement, probablement, pas commis, j'espère qu'aujourd'hui qu'il va rattraper entre guillemets le temps perdu, même si effectivement on ne rattrape jamais le temps qui est perdu, mais en tout cas qu'à présent il va pouvoir vivre sa vie comme il l'entend, en étant heureux, qu'il va pouvoir, s'il le souhaite, fonder une famille, trouver une femme, un travail ou un homme, bref, peu importe, simplement qu'il soit heureux et surtout qu'il va réussir à laver son nom si effectivement ce n'est pas lui qui a commis le meurtre. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura une bonne fin à cette affaire et surtout qu'un jour nous saurons qui a réellement tué Rita Polite. Et si c'est le cas, si on l'apprend et que je vois cette information passer, c'est avec plaisir évidemment que je vous en donnerai des nouvelles dans l'onglet communauté. Et c'est donc tout pour l'affaire de Michael Polite et j'espère que cette affaire vous aura intrigué et plu. Et j'espère en tout cas que vous allez me dire vous ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires et me donner toutes vos petites théories. Est-ce que vous pensez que c'est Johnny qui a tué Rita? Est-ce que c'est Edward qui l'a fait ou du moins qui a organisé son meurtre? Ou est-ce que c'est Michael Polite qui a effectivement bel et bien tué sa mère? Personnellement, comme je vous l'ai dit, je vous ai déjà donné mon avis. Pour moi, c'est Michael Polite qui est innocent. Et je pense, en tout cas, j'ai des petits soupçons concernant Johnny. Et que ce serait Edward qui aurait, fait en sorte que ce soit Johnny qui a tué Rita. Qu'ils étaient tous les deux complices. Et si c'est vraiment le cas, je trouve ça vraiment dégueulasse de leur part d'avoir laissé Michael se faire accuser de ce meurtre. Puisque ça veut dire qu'en âme et conscience, Edward, le père ou Johnny, l'oncle, ont laissé, quoi qu'il en soit, un membre de leur famille qui est très proche se faire accuser du meurtre d'une femme, de se faire accuser du meurtre de sa mère, ce qui est encore pire, et d'être emprisonné pendant plus de 23 ans derrière les barreaux pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Ce serait vraiment dégueulasse de leur part, et j'espère en tout cas que Michael n'est plus en contact avec ces deux hommes. Enfin, du moins s'ils sont toujours en vie. En tout cas, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette affaire, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et pour la petite anecdote, je filme cette affaire dans le speed, je vais la monter là dans la foulée parce que j'ai écrit, filmé, monté et même mis en ligne, elle est encore en privé sur YouTube, une vidéo dont j'étais grave content. Et en fait, quand je l'ai mis en ligne, dans l'espace créateur, j'ai vu que Rudy avait publié cette vidéo il y a 3 jours auparavant, donc j'étais dépité. C'est l'affaire de Cara Robinson, et visiblement elle vous a plu, donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous n'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller la voir juste ici. Et donc j'étais dépité, j'ai dû écrire un script un petit peu dans la foulée et aller la filmer, là, aller la tourner. Donc j'espère que celle-ci vous aura vraiment plu. De toute façon, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, ces dernières vidéos sont relativement courtes comparées aux vidéos que je vous ai fait dernièrement. Mais voilà, c'est l'été, il y a beaucoup moins de monde sur YouTube. Même si on ne prend pas de vacances cet été, on sera là jusqu'en septembre. On réduit aussi un petit peu le rythme, du moins en durée de vidéo. Ça fait, vous vous rendez pas compte, mais 10 minutes de vidéo en moins, c'est des heures de travail en moins. Et voilà, on se repose un petit peu, mais de longues vidéos vont de toute façon arriver, certes un petit peu moins durant l'été, mais en septembre ça sera reparti pour la majorité des vidéos faisant entre 30 et 1 heure de temps. En tout cas, prenez soin de vous, hydratez-vous bien, prenez soin de vos proches, que ce soit les nouveau-nés et les personnes âgées par ces fortes chaleurs. N'oubliez pas de mettre de la crème solaire, prenez soin de votre peau, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, profitez de vos vacances pour ceux qui sont en vacances.
Courage à tous ceux qui travaillent, à ceux qui sont en période de rattrapage, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!